Bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. De la Chine à l'Afrique subsaharienne, les attaques violentes contre les chrétiens et les églises augmentent de façon inquiétante. C'est ce qui ressort de l'index mondial de persécution des chrétiens 2019, publié hier par l'association protestante Portes Ouvertes France. Les JMJ de Panama, c'est parti. 1500 pèlerins français sont arrivés dans ce pays d'Amérique centrale pour vivre les 34e Journées mondiales de la jeunesse, aux côtés de centaines de milliers de jeunes du monde entier. Et première étape de leur séjour, ce sera une semaine en immersion dans un diocèse pour découvrir l'église locale. Un reportage à voir dans quelques instants dans notre édition. Après le vote mardi du rapport parlementaire sur la révision des lois de bioéthique, réaction dans ce journal de Caroline Roux d'Alliance Vita et du rapporteur Jean-Louis Touraine. Le grand débat national a débuté mardi. Le président Emmanuel Macron l'a inauguré devant 600 maires normands. On en parle dans notre dossier avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Gérard Leclerc de France Catholique. Et on débute ce journal avec l'index mondial de persécution des chrétiens 2019, publié hier par l'ONG Portes Ouvertes. Et le constat est inquiétant. De plus en plus de chrétiens sont persécutés dans le monde. Au moins 4305 chrétiens auraient été tués en 2018 pour leur foi. Ils étaient un peu plus de 3000 l'année précédente. L'ONG s'inquiète particulièrement des violences contre les chrétiens en Afrique, comme l'explique Michel Varton, directeur de Portes Ouvertes France, interrogé par Inès Soulier. En Afrique, c'est une persécution très violente. Il y a plus d'une trentaine de groupes extrémistes, de djihadistes. Il y a les Peuls, les nomades en Nigeria, Fulani, qui viennent et qui attaquent les communautés chrétiennes. En Amérique latine, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les religions, c'est le crime organisé. C'est les narcotrafiquants qui attaquent les prêtres et les pasteurs. En Asie centrale, en Asie du Sud-Est, souvent c'est un nationalisme religieux, comme en Inde par exemple, où l'hindouisme maintenant est la religion d'État. Et en Inde, tous les Indiens doivent être hindous, donc pas de place pour les chrétiens ni pour les musulmans. En Chine, plus grand pays du monde, là, l'État veut contrôler la religion. Il y a plus de chrétiens en Chine qu'il y a de membres du Parti communiste. La rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église qui se tiendra le mois prochain au Vatican se prépare. Selon un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège publié hier, le pape François veut que cette rencontre soit, je cite, une réunion de pasteurs et non pas un congrès d'études, une rencontre de prière et de discernement. Cette rencontre, souligne le communiqué, n'est pas un point de départ pour l'Église dans sa lutte contre les abus, mais une étape d'un chemin douloureux que l'Église parcourt depuis plus de 15 ans. Le communiqué souligne enfin que le but de cette rencontre est, je cite, de faire en sorte que tous les évêques sachent de manière absolument claire ce qu'il faut faire pour prévenir et combattre le drame mondial des abus sur les mineurs. Le Royaume-Uni dans le brouillard politique complet après le rejet massif mardi par le Parlement britannique de l'accord négocié avec l'Union européenne et le vote d'une motion de censure à laquelle Theresa May a survécu de justesse, eh bien, c'est l'impasse la plus totale. Et le scénario qui se renforce après ce vote d'une sortie de l'Europe sans accord inquiète. Une inquiétude qu'avait notamment exprimée Justin Welby, le primat de l'Église d'Angleterre. Il avait pris la parole, le primat de l'Église d'Angleterre avait pris la parole le 9 janvier dernier. C'était devant les députés britanniques. On en écoute un extrait. There has to be an agreement in which all accept the need to deliver the will of the people, which was expressed in the referendum, while also recognizing that when it was expressed in such a close result, there is a duty to building compromise, an inevitability, albeit unwelcome to some. If not, there will, by default, be a no-deal Brexit. That outcome would not only be a political and practical failure, but a moral one equally as serious as ignoring the result of the referendum entirely. Direction l'Afrique au Gabon. Un nouveau gouvernement a prêté serment mardi devant le président gabonais Ali Bongo, revenu du Maroc pour l'occasion. Un passage éclair, Ali Bongo ayant depuis regagné le Maroc pour y poursuivre sa convalescence après un AVC en octobre.
Le Gabon, pays d'Afrique centrale d'1,7 million d'habitants, dont 75% de catholiques, est sous tension. Le 19 janvier, une neuvaine de prières pour le Gabon débutera à l'appel de plusieurs prêtres gabonais. L'actualité en France, vous l'avez suivi mardi, le rapport de la mission parlementaire sur la loi bioéthique a été adopté. Parmi les 60 propositions émises par les députés de cette mission, l'ouverture sans surprise de la PMA pour toutes, mais aussi une nouveauté, la PMA post-mortem. Jean-Louis Touraine, député La République En Marche et rapporteur de la mission parlementaire sur la révision des lois de bioéthique, s'explique sur ce point. Une femme seule ou une femme en couple homosexuel a le droit d'adopter des enfants. Elle a aussi le droit de pouvoir bénéficier d'un don de gamètes pour pouvoir avoir un enfant. A-t-elle le droit d'avoir des spermatozoïdes qui viennent de l'autre bout de la France, mais elle n'aurait pas le droit d'utiliser l'embryon ou les spermatozoïdes de son défunt mari? Ça paraît très très difficile. Donc on comprend très bien que la PMA post-mortem, très encadrée, dans des conditions qui sont à définir pour que, bien sûr, l'enfant ne soit pas la compensation du deuil, pour qu'il n'y ait pas une pression familiale, pour que ce soit dans un délai raisonnable, encadré. Mais avec toutes ces précautions-là, la PMA post-mortem apparaît aujourd'hui presque s'imposer. On écoute la réaction de l'association Alliance Vita, inquiète sur cette mesure. Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita, qui répond aux questions d'Ophélie Marien. C'est un rapport qui est extrêmement militant, comme l'a souligné toute la presse. Il remet en cause les principes fondamentaux comme de la protection des personnes les plus fragiles. Concernant la FIV post-mortem, il faut bien voir que ça va très loin parce que ça veut dire qu'un enfant naîtra d'un père qui est mort, que ce soit parce que son sperme aura été congelé ou que des embryons ont été congelés. Jusque-là, le Conseil d'État d'ailleurs a préconisé de ne pas aller dans ce sens pour ne pas faire naître délibérément un enfant orphelin. Donc là, on sort totalement de toutes les limites, on pourrait dire, qui sont naturelles à l'homme, dont celle de la mort. Voilà, et j'ajoute que la 13e marche pour la vie se tiendra dimanche à Paris. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du 22 au 27 janvier, des centaines de milliers de jeunes se retrouveront au Panama pour les JMJ. Alors parmi eux, 1500 pèlerins français, ils sont déjà sur place et découvrent l'accueil chaleureux des Panaméens à Panama, la capitale. Eh bien, le monastère de la Visitation a accueilli très joyeusement 140 jeunes Français, un moment fort pour leurs premières heures dans le pays qui accueille les JMJ. On regarde ce reportage de notre envoyée spéciale sur place, Astrid Rodeau de Châtenay. Ce soir, c'est la fête au monastère de la Visitation à Panama. 46 jeunes Français rejoignent les groupes parisiens arrivés plus tôt. Un accueil qui touche les nouveaux pèlerins. Quand on voit déjà l'accueil ici, c'est juste incroyable. Les sœurs du monastère de la Visitation qui nous ont fait des danses et des chorégraphies et c'était vraiment convivial. On a vraiment été super bien accueillis par les sœurs. Après cette première nuit, une messe est célébrée sur place en présence des prêtres encadrant les Parisiens et du curé de la paroisse. Une occasion d'adresser aux jeunes un message pour ces journées mondiales. La vraie joie d'un chrétien, c'est de pouvoir accueillir le monde entier dans son cœur. Avoir cette générosité, cette ouverture du cœur, cette spontanéité. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais que les jeunes abordent les JMJ, cette simplicité. Et je crois qu'on a déjà eu un bon accueil qui montre qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans leur cœur. Après la messe, les sœurs ont encore une attention pour les pèlerins, le petit déjeuner. À la panaméenne. Viande, bananes et beignets. Ça change du croissant beurre. Je ne suis pas ici pour manger des Kellogg's ou des céréales, donc je suis content. Dans la joie et dans la foi, ils seront au total plus de 1300 Français à ouvrir grand leur cœur au Panama. Et eux aussi sont bien arrivés. Les 17 jeunes Français partis au JMJ à la voile le 31 août dernier ont posé pied sur la terre ferme du Panama lundi. Ils ont notamment été accueillis par l'archevêque de Panama, Monseigneur Ulloa, et l'ambassadeur de France au Panama.
Alors dans le reste de l'actualité, en bref, eh bien, le dossier de demande en Lozère a un nouvel évêque. Il s'agit de Monseigneur Benoît Bertrand, nommé aujourd'hui par le pape François. Il était jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Nantes. Il prend ainsi la succession de Monseigneur François Jacolin, nommé évêque de Luçon le 29 mai dernier. L'ordination épiscopale de Monseigneur Bertrand aura lieu le dimanche 3 mars en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende. Et vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux le portrait d'évêque, portrait de Monseigneur Bertrand. À Grenoble, la nuit dernière, un incendie a entièrement détruit l'église Saint-Jacques. Seul le clocher et sa croix restent debout. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés et 70 personnes évacuées. Une enquête a été ouverte. Aucune piste pour le moment n'est écartée. Monseigneur de Kérimel, l'évêque de Grenoble, a exprimé sa peine et sa solidarité à la communauté paroissiale. La librairie de la Procure fête ses 100 ans. La célèbre librairie parisienne a été créée par l'abbé de Lépine, maître de la chapelle de la cathédrale d'Arras, qui voulait restaurer la musique religieuse. Il décide alors de venir installer sa Procure générale du clergé à Paris, aux 3 rues de Mézières. Pour marquer ce centenaire, eh bien, plusieurs événements sont prévus ces prochains mois. Alors à quoi sert une librairie chrétienne aujourd'hui? Réponse de son directeur, Jean-Baptiste Passé. Une librairie chrétienne aujourd'hui, c'est être un lieu de spiritualité, d'accueil des clients, de tous ceux qui sont pratiquants ou de ceux qui se posent des questions sur la spiritualité, d'accueillir un public clérical, d'accueillir un public de recommençants. C'est embrasser les questions spirituelles de nos contemporains. Aujourd'hui, les enjeux sont tout à fait nombreux. Il s'agit de continuer à séduire et reconquérir de nouveaux clients. Et pour ça, je pense que la place fondamentale de nos libraires, de nos équipes, de la prescription et du conseil et de l'accueil sont fondamentales dans notre travail, dans notre métier. Et puis une bonne nouvelle pour l'Église suisse. Un miracle a été reconnu à l'intercession de la bienheureuse Suisse Marguerite Baïs. Cette paysanne du canton de Fribourg, dévouée aux plus pauvres, malgré une vie personnelle elle-même difficile, a connu une intense vie spirituelle marquée par de nombreuses visions. Elle sera ainsi bientôt canonisée. Voilà, et on poursuit tout de suite avec la chronique du père de Beuclair. Il nous parle cette semaine de l'Europe. Nous nous trouvons ici à Bruxelles, au cœur du quartier européen. Derrière moi, cet énorme bâtiment est le Parlement européen de Bruxelles. Un peu plus loin, vous avez le Berlaymont, qui est le grand bâtiment de la Commission européenne. Et juste en face, le Juste Lips, le bâtiment du Conseil de l'Europe. Le quartier européen à Bruxelles, c'est une petite ruche où tant de choses se font. Mais je ne ferai pas l'injure à des téléspectateurs d'une télévision dont le cœur est à Paris, qui a principalement des téléspectateurs en France, d'oublier qu'il existe une autre capitale européenne, c'est-à-dire Strasbourg, qui possède également un Parlement. Et il ne s'agit pas non plus d'oublier qu'il y a à Luxembourg une capitale européenne. Alors nous avons ici un problème et certains disent un réel scandale. Les parlements européens, ici derrière moi, régulièrement font leur mal et il y a des trains spéciaux qui les amènent à Strasbourg et puis ils reviennent ici à Bruxelles, ça coûte beaucoup d'argent, ça n'aide pas à la cohésion européenne. Peut-on s'en sortir? Je crois qu'on le peut avec un peu de bonne volonté et les chrétiens qui sont en Europe pourraient y aider. Il y a un exemple qui existe, c'est celui des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous avez une capitale symbolique qui s'appelle Amsterdam et puis vous avez une capitale du travail quotidien qui est La Haye. À La Haye, on travaille journellement. À Amsterdam, il y a les grands événements. Je pense que cela pourrait inspirer l'Union européenne. Strasbourg est le symbole de la réconciliation franco-allemande. Strasbourg est appelée à être la capitale symbolique de l'Europe, là où il y a les grands événements, là où on ouvre et on ferme les sessions du Parlement, là où on reçoit les chefs d'État. Bruxelles, plutôt, la capitale où on travaille jour après jour. Ceci permettrait sans doute une meilleure répartition du travail et une économie de frais. Il est bon que les Européens y pensent à l'heure où les peuples attendent une Europe solidaire et forte. Il est bon que les chrétiens y travaillent aussi, les Belges et les Français ensemble. Pensons-y. Merci Père de Beuclair. Tout de suite, la revue de presse.
Et on commence avec France Catholique qui propose cette semaine un numéro, une une consacrée à Cotignac, célèbre lieu de pèlerinage notamment pour les pères de famille. Gérard Leclerc. Oui, bien sûr, c'est un grand pèlerinage dans le diocèse de Toulon. Et cette année, une année tout à fait spéciale pour Cotignac. On a voulu marquer le coup. On poursuit avec la vie alors que débute le débat national. L'hebdomadaire chrétien apporte le regard de chrétiens sur cette crise actuelle. Il propose un tour d'horizon avec le MEDEF, le Secours catholique et des croyants de tous bords. Et puis Pèlerin poursuit son enquête sur les gilets jaunes avec un dossier consacré à nos chères voitures qui ont allumé il y a 2 mois l'étincelle du mouvement des gilets jaunes. Cette semaine, Famille chrétienne consacre son dossier à une question douloureuse pour certains couples quand l'enfant se fait attendre. Avec une piste, la naprotechnologie importée des États-Unis. Cette technique médicale d'aide à la procréation rencontre un succès croissant en France. Peu connue, elle suscite encore de nombreuses interrogations. Et puis, où va l'Église catholique, se demande l'hebdomadaire protestant Réforme, alors que l'on attend le jugement dans le procès Barbarin. Quelles sont les questions qui se posent à l'Église, avec le point de vue de nombreux théologiens. Et tout de suite, notre dossier. Louis Dauphren, Gérard Leclerc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors on revient ce soir sur le débat national qui a débuté mardi, vous le savez, avec un coup d'envoi dans l'heure. Le président Emmanuel Macron qui s'est adressé pendant 7 heures. Il y a eu un temps de discussion, d'échange avec 600 maires normands. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la démarche, Louis Dauphren ? En soi, on ne peut à vrai dire que s'en réjouir. Après tout, on est ouvert au débat. En tout cas, pour les journalistes, c'est toujours une occasion de parler de l'actualité et de ce qui se passe nécessairement. Espérons qu'il donne autre chose que les états généraux de la bioéthique, dont, semble-t-il, l'exécutif ne semble pas tellement tenir compte. Donc on verra ce que ça donne à l'arrivée. Moi, je ne sais pas. Je pars avec... Après tout, un a priori positif. Un a priori positif. Il n'y a pas de raison de ne pas en avoir un, même si on peut imaginer que ce débat soit conseillé par les professionnels de la gestion de crise pour essayer de sortir de l'épisode des Gilets jaunes. Évidemment qu'il y a cet aspect-là. Mais sa démonstration dans l'heure était plutôt efficace devant les maires de France, même si les maires n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre vu qu'il y a l'épée de Damoclès de la taxe d'habitation au-dessus de leur tête. Mais bon, on peut dire qu'il essaie de reprendre la main sur une situation difficile. Pourquoi ne jouerait-on pas le jeu ? Gérard Leclerc. Je ne puis qu'acquiescer à cette analyse. Le président de la République et le gouvernement étaient très mal. Depuis 2 mois, ils ont toutes les peines du monde à gérer une crise qui est profonde. On a cru, on espère au gouvernement que les mesures annoncées par le président, notamment en ce qui concerne l'augmentation du SMIC, allaient freiner le mouvement, ce qui n'a pas été le cas, puisque après les fêtes, le mouvement reprend. Donc le pouvoir est très mal. Et effectivement, ce grand débat proposé est une porte de sortie. C'est pas mission impossible, justement, dans ce climat extrêmement tendu, de suspicion un peu généralisée aujourd'hui en France ? Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même un formidable danger quand même de violence, de haine. Notre confrère Alain Duhamel disait que le climat de haine qui régnait en France, etc., lui faisait penser à la fin de la guerre d'Algérie. Et je pense que cette initiative, quand même, si elle pouvait desserrer cet étau de haine, ce serait quand même pas mal. Parce que quelle que soit l'opinion que l'on a sur les gilets jaunes, sur les problèmes qu'ils posent, etc., je pense qu'une révolte qui tournerait très mal, qui tournerait aux excès que l'on a vus, avec en ce moment, on a quand même un problème d'affrontement des forces de l'ordre, etc. On s'accuse mutuellement de violence, etc. On peut pas rester trop longtemps dans cette logique-là, c'est extrêmement dangereux. Donc le fait de desserrer les taux en discutant le plus franchement possible, il faut s'en féliciter. Ceci dit, est-ce que ça va réussir ? J'en sais rien. À quelles conditions ça pourrait marcher, Louis Dauphren ? Dans la mesure où c'est une guerre d'usure, si c'est une guerre d'usure et que personne n'y participe, ou peu de gens, c'est certain que ça ne va pas éteindre l'incendie. Moi, je trouve que ça ne résout pas du tout le problème démocratique, qui est la question de la représentation nationale. S'il y a un problème de représentation, ce n'est pas un grand débat qu'il faut, c'est dissoudre l'Assemblée, mettre de la proportionnelle. Il y a quand même un problème de représentation parlementaire depuis 1988 dans ce pays.
ce qui n'est pas rien. Le quinquennat, en plus, est passé dessus avec la caporalisation des députés. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec un groupe parlementaire gigantesque qui prend des initiatives, on l'a vu sur la bioéthique, qui sont peut-être aussi à contre-courant de ce que demande l'opinion en termes de priorité. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui d'avoir une PMA post-mortem? Est-ce que c'est le débat aujourd'hui? Pas forcément. C'est pas forcément ce que demandent les gens. Donc, l'idée de ne pas dissoudre, de ne pas décapiter, évidemment, ça reviendrait à mettre au tapis 300 députés, mais l'idée de ne pas dissoudre, est-ce qu'il pourra s'abstraire en fait du fonctionnement même des institutions représentatives? Parce que mine de rien, organiser un grand débat, c'est céder à une demande qui est populiste. C'est finalement se placer sur le terrain du populisme et pas sur le terrain de la démocratie représentative qui devrait normalement résoudre les problèmes, les conflits politiques au sein même des assemblées. Alors moi, je crois qu'il y a le problème de la représentation, il est primordial, je suis bien d'accord, mais il y a aussi un autre problème, qui est celui de la France périphérique et de cette France qui est hors des flux de la mondialisation et qui est en déshérence. Et qu'il faut écouter. Le problème de cette France périphérique, c'est qu'il s'agit de voir s'il est possible de remplacer toute cette activité industrielle qui a disparu. Il y a aussi le problème énorme de l'agriculture. Là, il faut lire quand même Houellebecq, de ce point de vue-là. Le gouvernement devrait lire Houellebecq et la description qu'il fait de la Normandie, de l'agriculture normande, parce que là, on est vraiment au fond du problème. Dans une France où il y a de moins en moins d'entreprises, où il y a de moins en moins de fermes, etc., c'est quand même une France malade et il va falloir recoudre ce qui s'est effiloché depuis des décennies. Longue haleine. Comment ça réagit dans vos lectorats, chez les auditeurs? Comment ça se passe? Ce serait difficile de se prononcer, à vrai dire. On n'a pas de sondage, on est au début. Je pense qu'il y a quand même il y a de la bonne volonté, mais aussi du scepticisme, ce qui est à peu près, je pense, à l'aune de ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui. Ils se disent mieux vaut sortir en discutant plutôt qu'en continuant de se taper sur la figure. On voit aussi l'impasse des Gilets jaunes, d'une certaine façon. Il y a une forme d'impasse. D'ailleurs, eux-mêmes se laissent dans cette impasse, puisqu'on ne voit pas de figure émerger qui pourrait constituer un parti politique, même si c'est apparemment sur la table. On voit mal la question prendre un tour politique. Donc il faut faire en sorte que ça prenne un tour politique. D'ailleurs, il est de l'intérêt des Gilets jaunes, à mon avis, aussi que ça prenne un tour politique. Donc on va voir comment eux-mêmes vont faire en sorte que ce débat, si jamais ils veulent jouer le jeu, réussissent. Comment vous allez le traiter, justement, vous, sur votre antenne? On en parle assez régulièrement, en fait, avec pas mal d'interlocuteurs qui analysent la situation politique. On en parle dans le grand débat, puisqu'il y a le grand débat aussi sur notre antenne tous les vendredis. Donc, on est bien placé pour en parler. Donc, c'est vrai que le sujet... puis on reçoit les interlocuteurs, aussi certains interlocuteurs qui fréquentent les Gilets jaunes, qui ont analysé le phénomène des Gilets jaunes, et pourquoi pas des Gilets jaunes eux-mêmes. Alors, il y a eu cette tribune signée par 19 intellectuels catholiques qui appellent les chrétiens nouveau catholicisme social. Vous en faites partie, absolument, Gérard Leclerc. Dites-nous, qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter sans brandir un étendard, mais qu'est-ce qu'ils peuvent Il faut dire que déjà l'épiscopat français avait pris l'initiative, a demandé aux catholiques de France de participer à ce mouvement. Alors le manifeste que j'ai signé, ma part, s'inscrit dans cette dynamique parce qu'il s'agit de repenser la question sociale comme l'ont pensé les catholiques au XIXe siècle, avec les problèmes tout à fait nouveaux qui se posent aujourd'hui, qui sont complètement renouvelés. La mondialisation, les flux de la mondialisation, la politique libérale, voire ultralibérale, la financiarisation de l'économie, etc. Ça pose des problèmes. Et les chrétiens, ils ont leur mot à dire là-dessus. Ils ont quelque chose à dire là-dessus, oui. Et quoi précisément? Là, on a à travailler. Même ce soir, il y a une première réunion de travail qui se tient sur le sujet. Je ne peux pas vous dire ce qui va s'y dire, mais il y a un gros travail à faire. Qui s'engage. Parce que le monde chrétien ou catholique est quand même divisé sur des questions essentielles. La question européenne, du rapport à l'Union européenne, par exemple, qui est quand même clé. Il y a un écart sans doute entre ce que disent les Gilets jaunes et ce que dit officiellement l'épiscopat sur les questions européennes. Il y a quand même un écart très important. Donc, les chrétiens ne sont pas uniformes. Ils ne sont pas uniformes, donc c'est pas facile de parler d'une seule voix.
Merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, on va continuer à suivre ce débat national au fil des semaines dans nos éditions. Voilà, c'est la fin de ce magazine à la source que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag à la source. Et mardi, vous retrouverez Olivier de Carenfleck. Très belle soirée à tous. Au revoir.